Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau de Panorama. Quelle année étrange, particulière, difficile nous avons vécu en 2020 et nous continuons de vivre. Et pourtant, les Français n'ont jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020. Près de 850 000 entreprises ont vu le jour l'an passé, soit presque 35 000 de plus qu'en 2019. Et la moitié de ces entreprises sont des micro-entreprises, des entrepreneurs qui se lancent seuls. Mais certains s'appuient tout de même sur la force du collectif et c'est ce dont nous allons parler toute la semaine dans Panorama. Et pour commencer, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être avec Blandine Gendron, dirigeante de la jardinerie Coworking où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est situé juste en face de la gare d'Annecy. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour Fanette, merci. Alors on va parler de la force du collectif. Vous y avez cru puisque vous avez lancé un espace de coworking. Cet espace de coworking, c'était en septembre 2019. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut y trouver ici ? Alors ici, sur les 300 mètres carrés, on va y trouver une communauté de travailleurs indépendants, mais aussi de travailleurs salariés. On est sur une mixité 50%, 50-50. C'est plutôt des gens qui viennent chercher du lien social pour ceux qui sont seuls, donc des entrepreneurs. Mais c'est aussi pour des entreprises qui sont basées des fois dans d'autres villes de France, la possibilité d'implanter une agence locale sans pour autant isoler leurs collaborateurs. Alors vous avez fait le choix aussi de l'entrepreneuriat en vous lançant parce que je crois que vous avez été salarié. Qu'est-ce qui vous a aidé à franchir le cap ? Qu'est-ce qui vous a motivé tout simplement ? Alors effectivement, j'ai passé le cap il y a maintenant 3 ans. L'objectif, c'était en fait de pouvoir trouver un équilibre entre travailler pour soi, mais ne jamais être isolé. Donc effectivement, j'ai été aussi accompagnée par d'autres créateurs d'espaces de coworking. Je suis aussi lauréate du réseau Initiative Grand Annecy et je fais partie d'une association qui s'appelle Coworking France. Je voulais vraiment travailler sur un lieu où on serait tous réunis autour de nos projets respectifs, mais dans un lieu commun. Dans l'aventure, dans l'entrepreneuriat, le fait d'être accompagné, d'être en collectif, ça vous a vraiment aidé ? Vous auriez difficilement pu le faire seul ? Oui, clairement, je ne me voyais pas seule dans mon projet. Je voyais plutôt mon projet au cœur de projets d'autres. Alors cette année, je l'ai dit, elle a été étrange, particulière. Comment ça s'est passé pour la jardinerie, l'année 2020 ? Effectivement, c'est une année très particulière, inédite aussi. Je dirais que ça, pour nous, on en sort quand même avec du positif puisque ça nous permet de gagner 5 ans sur le travail à distance pour les entreprises, donc le télétravail, la mise en place du télétravail. On travaille aujourd'hui surtout sur l'isolement quand on est en home office et sur donc promouvoir auprès des entreprises les espaces de travail partagés pour les collaborateurs. Quand vous dites que ça vous a fait gagner du temps, ça veut dire qu'il y a encore besoin d'expliquer aux entreprises, aux salariés, aux entrepreneurs l'intérêt d'espaces comme celui-ci ? Oui, alors les entrepreneurs, quand ils ont la possibilité financière de s'installer dans des lieux comme le mien, ils ont tendance à le faire assez naturellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comment combiner la communauté des salariés dans ces espaces-là pour qu'ils aient quand même une place au cœur d'une nouvelle communauté qui n'est pas la communauté de leur entreprise. Donc on y travaille, oui. La dynamique, elle n'est pas la même quand on est dans un espace de coworking que dans une entreprise. Ça se passe mieux entre les hommes et les femmes. C'est différent parce qu'en réalité, on n'est pas uniquement dans son univers, on va pouvoir partager son univers avec d'autres et aussi s'enrichir des expériences des autres. Ça permet aussi de travailler avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inter-business entre les coworkers. Aujourd'hui, on peut se dire, nous, sur l'année, notre première année, on a fait un peu plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires en inter-business. Donc, ça leur permet aussi de s'ouvrir à d'autres univers et d'échanger, de trouver des fois des ressources. Quand on cherche un développeur, quand on cherche quelqu'un sur la partie communication, ici, ils ont en fait un lieu ressource aussi pour les compétences. Comment vous avez mis en place les fameux gestes barrières à l'heure du télétravail, de l'isolement, où voilà, faut vraiment rester chacun dans sa bulle. Comment ça s'est passé, la mise en place très pratique ici ?
Ça a été compliqué, vraiment compliqué sur le premier mois, en tout cas, de mise en place, de leur faire comprendre qu'il va falloir faire avec ce virus, avec le masque, avec le gel, sachant qu'en plus, les personnes ont plutôt aujourd'hui besoin de liens humains, donc de rencontres, de se réunir. Donc on sait effectivement, il a fallu rappeler les règles un peu comme une maîtresse d'école, tous les jours, mets ton masque, n'oublie pas de te désinfecter les mains, etc. Et finalement, comme beaucoup, ils ont pris les bonnes habitudes et les gestes barrières. Vous êtes lancé, hein, vous l'avez ouvert cet espace de coworking en septembre 2019, donc quelques mois avant le début de cette crise-là. Je disais en introduction que beaucoup de Français se lancent dans cette aventure. Finalement, est-ce qu'il y a un bon moment, un bon timing pour se lancer ? Il me semble qu'on ne pouvait pas, de toute façon, on ne pouvait pas prévoir cette année 2020. Il me semble qu'il faut croire en son projet. Quand on est prêt, quand on a vraiment son idée, il faut se lancer. Même sur ces périodes un peu particulières. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas eu... l'année 2020 est une année record sur la création d'entreprises. Donc les gens continuent quand même à croire. Il faut avoir confiance dans l'avenir et il faut se lancer quand on est prêt. Alors justement, j'allais vous demander vos projets parce que là, quand on parle d'espace de coworking, ça représente aujourd'hui 2% des surfaces de bureaux en France. Les projections annoncent 15 à 20% des surfaces flexibles dans les 10 ans à venir. Donc vous, comment vous vous projetez dans cette perspective-là ? Disons qu'on est vraiment sur des années où la projection est difficile. Il est sûr que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma place. Animer une communauté, organiser de l'événementiel quand on peut le faire, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Bien sûr, mon idéal, ce serait de pouvoir dupliquer la jardinerie, faire des annexes ou d'autres lieux complètement différents. On est aussi sur un bassin de vie où le foncier est quand même rare. Mais si j'avais l'opportunité, je continuerais à développer et sans aucune difficulté. Vous parlez d'événementiel, donc forcément en 2020 c'était un petit peu plus compliqué. L'idée c'est pas seulement de proposer des bureaux, des espaces et collectifs et individuels ? Non, effectivement, on a la possibilité de recevoir les entreprises quand elles veulent sortir de leurs locaux pour des réunions, pour du team building. On a également une cuisine professionnelle partagée, donc on peut imaginer des ateliers de cuisine associés aux réunions. Maintenant, c'est vrai que cette année, on n'est pas loin de zéro en termes d'occupation sur ces aspects-là, mais moi j'ai grand espoir sur l'avenir et je suis sûre qu'on reviendra à se réunir sur des événements un peu plus légers que les réunions de crise actuelles. Les personnes que vous accompagnez, que vous accueillez, comment ils ont vécu cette année-là ? Quel rôle vous avez pu avoir pour les aider à traverser ces mois de crise ? Alors, le premier confinement, je dirais que c'était vraiment très particulier puisque personne n'en avait jamais vécu. Ils ont accepté en fait les règles et les consignes. Et puis quand ils sont revenus, ils ont eu d'abord une période un peu ce qu'on a vu, ce qui s'est vu en France, une période où ils avaient un peu de mal à se remettre avec du monde. Ils avaient quand même passé presque 3 mois isolés. Et puis aujourd'hui, au deuxième confinement, ils ont décidé de rester en fait dans le lieu pour travailler parce qu'ils avaient besoin de cette dynamique sociale. Moi, je suis l'intermédiaire, je suis le lien en fait entre les différents coworkers pour m'assurer, qu'ils se rencontrent quand même régulièrement. Alors, quand c'est possible, autour d'événements un peu festifs, autrement autour d'un café pour discuter sur un petit comité. Et puis, je m'assure aussi que chacun connaisse les activités des autres et puisse échanger, partager leurs difficultés, leurs craintes sur cette année particulière. Je parlais tout à l'heure de la force du collectif. C'est quelque chose auquel vous croyez ? Profondément. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui et plus encore finalement sur un besoin de partager, que ce soit professionnel ou même sur tous les sujets. Moi, j'ai vu l'évolution en fait de la communauté de la jardinerie sur cette année et demie à peu près, et c'est exceptionnel aujourd'hui ce qu'ils ont pu faire, des gens qui se seraient sûrement jamais rencontrés et ce qu'ils font aujourd'hui ensemble. Donc ça a été un accélérateur à tout point de vue, finalement. S'il fallait tirer du positif de tout ça.
C'est effectivement, alors on en tirera du positif parce qu'on ne va pas broyer du noir. C'est effectivement un accélérateur. C'est aussi aujourd'hui travailler autrement. Je pense que le travail tel qu'on l'a connu n'existera bientôt plus. C'est la phrase qui est sur ma porte d'entrée. Et je pense que demain, on en tirera des conséquences ou en tout cas des leçons et on autorisera de travailler un peu plus librement et plus être sur des horaires très classiques, 8h, 18h, et permettre aux gens de découvrir d'autres communautés sans avoir peur de les perdre. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Le chemin est encore long, mais on voit de belles choses et je pense qu'on va aller que vers du positif. Vous êtes lancé, vous, on l'a dit, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Quels conseils vous pouvez ou vous souhaitez donner à ceux qui hésiteraient? Je dirais que la première des choses, c'est de partager son projet parce qu'il n'a jamais autant grandi que quand j'ai décidé de le partager. On a souvent peur de se faire voler notre idée, que quelqu'un puisse s'inspirer. Je dirais plus on le partage et finalement, plus on va le faire grandir. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est d'être accompagné. On a effectivement, alors sur notre bassin, mais en France, mais je vais parler de notre bassin, on a des associations extraordinaires que peuvent être Initiative Grand Annecy, Réseau d'entreprendre, France Active aussi. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils sont là pour nous accompagner. Et puis aussi s'entourer de nos amis, de notre famille qui vont nous apporter les conseils ou en tout cas nous aider dans les décisions à prendre. Et Réseau Entreprendre qu'on recevra dans le 4e épisode de cette série de Panorama. Comment on fait si on est intéressé pour venir vous rendre une petite visite, prendre des infos? Eh bien, tout simplement, on peut venir tous les jours entre 9h et 18h sans interruption pour visiter. Et puis venir, pourquoi pas, tester le format. Si on a besoin d'organiser un peu plus ces journées, on peut réserver en ligne, donc lajardinerie-coworking.com ou sur notre page Facebook. Eh ben, merci beaucoup, Blandine, pour l'accueil. Et demain, on poursuit nos échanges sur la force du collectif dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec la coopérative d'entrepreneurs ERCOP. À demain. Entreprendre ensemble, c'est le sujet sur lequel on se penche toute la semaine dans Panorama. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 2e épisode. Nous sommes accueillis à Annecy aujourd'hui par la jardinerie Coworking. C'était le premier épisode de cette série. Malgré la crise sanitaire, les confinements, le nombre d'entreprises créées en 2020 a atteint des sommets. La moitié sont des micro-entreprises, un ou une entrepreneur qui se lance dans cette formidable aventure. Et c'est le choix que vous avez fait il y a quelques années, Benjamin Marias. Bonjour, merci d'être avec moi. Alors, vous êtes le cofondateur d'ERCOP, mais ça n'a pas commencé avec ce nom-là et cette configuration-là. Oui, bonjour Fanette. Et effectivement, en fait, ERCOP, c'est une aventure qui a commencé en 2010 avec un premier associé. Et puis l'aventure a continué, grandi. Et au fur et à mesure des années, des associés nous ont rejoints, des collègues nous ont rejoints. Et en 2017, on s'est dit, peut-être qu'on change un peu la façon de faire, la façon d'entreprendre. Et donc, on s'est complètement réinventé et on est passé de R à ERCOP, gros changement de nom. Mais non, le vrai changement, il est statutaire. On est passé d'une SARL classique à une coopérative, d'une SCOP, une société coopérative et participative. Avant de reparler de ce fonctionnement qui est assez particulier, pourquoi vous avez fait le choix de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat ? En fait, ce qui me pousse, moi, c'est faire bouger les lignes, c'est entreprendre différemment. Entreprendre, c'est justement faire les choses essayer de faire les choses différemment pour rendre ce monde meilleur. Et donc l'entrepreneuriat est une façon de bouger les lignes. Le milieu associatif et l'engagement associatif en est une autre. C'est un des volets sur lesquels j'ai beaucoup agi ces dernières années aussi. Et puis plus récemment, l'engagement politique. Parce que vous êtes le premier adjoint depuis le mois de juin de la mairie d'Annecy. Exactement, premier adjoint. Et donc l'engagement politique pour également faire bouger les lignes et faire en sorte que notre monde aille de mieux en mieux. Parce que votre mission à vous, c'est d'accompagner les entreprises. Vous êtes consultant pour justement opérer ce changement, notamment environnemental. La coopérative, elle a vocation à réunir des gens qui partagent pas forcément les mêmes métiers, mais les mêmes valeurs. Exactement. En fait, R en SARL a commencé en accompagnement sur l'éco-conception de produits, sur
la responsabilité sociale et environnementale, l'accompagnement des entreprises et des collectivités d'ailleurs à ce propos, les stations de ski ou les marques de l'industrie outdoor que nous avons sur le bassin annécien. Et puis petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que notre mission était plus large que ça, était vraiment d'accompagner ce changement, d'avoir cet impact positif sur la société, de faire en sorte qu'on utilise notre entreprise pour changer les choses. Et c'est pour ça qu'on a été certifié B Corp, d'ailleurs, à ce propos. Et, qui est un label, un réseau ? C'est un label et un réseau à la fois. C'est un label qui certifie le fait qu'on utilise bien notre entreprise pour changer le monde et faire en sorte on ait plus d'égalité, plus de justice sociale, plus de respect de l'environnement. Et c'est un réseau où on se connecte en tant qu'entreprise et entrepreneur. Le fil conducteur de cette émission, c'est la force du collectif. S'il fallait résumer le fonctionnement d'une coopérative, ça marcherait ? Oui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment en tant qu'entrepreneur, on se réapproprie notre outil pour entreprendre. Et en fait, on est salarié de notre coopérative, mais on est aussi nos propres chefs d'entreprise, parce qu'on a cette grande autonomie d'entreprendre en tant que personne, mais aussi une grande responsabilité, donc une grande interdépendance entre associés. Et donc notre collectif se doit de s'organiser en interne pour fonctionner. Et c'est là tout l'enjeu de notre modèle, c'est de trouver aussi cette façon de trouver à la fois de l'indépendance tout en étant dans un collectif. Et c'est sur cette ligne de crête que l'on joue. L'enjeu et la difficulté, c'est-à-dire de mettre en commun tout un tas d'indépendants. Je suppose que ça ne doit pas tout le temps être fluide. Ou que ce soit dans le milieu associatif ou entrepreneurial ou politique. Tout à fait. Dès qu'on met du collectif, dès qu'on met de l'humain, il y a de la richesse, il y a des divergences, mais c'est de ces singularités individuelles que l'on a un collectif fort. Et plus on a des personnes fortes, plus on a un collectif fort. Et voilà. Et donc tout notre rôle, et mon rôle en l'occurrence, de ce que je vois en tout cas dans ma responsabilité, c'est de faire grandir ce collectif-là. Cette année 2020, qu'est-ce qu'elle peut apporter ou qu'est-ce qu'elle a engendré comme difficulté dans ce travail collectif-là ? Elle est venue nous perturber, ouais. Elle est venue bousculer certains acquis qu'on pensait, on pensait être serein. Mais non, en fait, même notre petite structure a vécu la crise et par effet rebond de nos clients dans le tourisme, dans la culture. Sonia en parlera beaucoup mieux que moi là, sur ce point-là. Donc là, en fait, cette crise-là, elle nous a forcés à nous réorganiser. Et c'est le grand chantier 2021 sur notre fonctionnement interne, sur une plus grande prise de responsabilité des associés, une plus grande implication des nouveaux coopérateurs qui rentrent, et puis d'arriver à continuer à grandir en tant que collectif, tout en ayant cette capacité de rebond permanent, parce que là, on voit que maintenant, il n'y a rien d'acquis, et c'est ça qui est la force de l'entrepreneur, je pense. Dernière question, qu'est-ce que vous pourriez dire ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui aurait envie de créer son entreprise, puisque je l'ai dit, finalement, il n'y en a jamais eu autant qu'en 2020 ? En fait, il y a plein de façons d'entreprendre. Et on peut entreprendre dans une société privée, on peut entreprendre dans une association, on peut entreprendre dans une coopérative. Et voilà, nous, on a choisi ce modèle-là qui semble être celui qui nous correspond le mieux aujourd'hui. C'est ce modèle qu'on a envie d'essaimer aussi, donc on en parle beaucoup, parce que ce modèle coopératif, c'est une personne, une voix. C'est vraiment de la démocratie au cœur même de l'entreprise. Donc mon message, ça serait entreprendre autrement, entreprendre ensemble, mais autrement. Merci beaucoup Benjamin, et puisque vous l'avez cité, je vais accueillir maintenant l'une des coopératrices d'ERCOP, Sonia Razin-Fadranali, qui est consultante en culture et en communication et qui a rejoint ERCOP il y a 2 ans. Sonia, on va se tutoyer puisqu'on se connaît de tes vies précédentes. Et donc toi, tu as fait le choix de l'entrepreneuriat il y a 2 ans. Grâce ou en tout cas parce qu'il y avait ERCOP qui a pu te guider.
t'accompagner? Oui, alors ça a été un peu un hasard quand même. Donc du coup, moi, j'ai toujours travaillé dans les institutions culturelles et il est vrai qu'après une dizaine d'années, j'avais toujours foi, évidemment, au secteur culturel et au milieu artistique, mais j'avais envie de voilà d'essayer autre chose et d'aller vers une ouverture, vers plus de liberté, de créativité. Et lorsque j'ai décidé effectivement de me lancer en indépendante, j'ai fait la rencontre des membres fondateurs de R. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que l'engagement que je pouvais avoir dans le secteur culturel, cette envie d'œuvrer pour le bien commun, pour l'intérêt général, eh bien, je l'ai retrouvé dans les valeurs de R et de ces personnes qui portaient ce projet. Et je me suis dit finalement, tiens, c'est vrai que à cet endroit-là, on parle peut-être pas trop de culture et d'artistique. Donc peut-être que je peux aussi m'investir dans ce collectif et essayer de travailler différemment et de réfléchir mes projets sous un autre angle. Le fait d'être indépendante et membre de cette coopérative avec les enjeux que nous expliquait Benjamin, comment toi tu gères ça, le côté et indépendant et collectif avec des responsabilités collectives? C'est extrêmement intéressant, extrêmement épanouissant parce que du coup, effectivement, c'est ce que disait Benjamin, il y a la question de la responsabilité et de l'interdépendance qu'on a les uns envers les autres. Donc à la fois, on porte chacun notre projet personnel, nos compétences, notre expérience de travail, mais en même temps, on a cette coopérative qui est notre nid finalement et on a besoin d'y faire attention, de soigner nos relations, de soigner notre mode de fonctionnement et intellectuellement, c'est extrêmement stimulant. Voilà. Mais on n'y perd pas en indépendance ce qu'on peut chercher quand on crée son activité? Alors peut-être oui, parce qu'effectivement, on va passer plus de temps à essayer d'accorder nos violons, de travailler ensemble. Donc effectivement, il y a un engagement en termes de temps qui sera évidemment dédié à la coopérative. Mais moi, à partir du moment où je me retrouve dans mes convictions, dans mes valeurs, très sincèrement, c'est plutôt donner du temps, mais pour faire grandir. Donc, c'est très bien. Je l'ai dit, tu as créé ton activité du coup il y a 2 ans. Il y a eu 1 an depuis de crise économique et sanitaire, d'autant plus que tu travailles avec le monde culturel. Comment ça s'est passé cette année 2020? Alors, effectivement, c'était difficile pour ce secteur culturel événementiel. Hein. Du coup, moi, j'ai 2 casquettes. J'ai vraiment la casquette gestion de projet culturel où je peux aussi faire de l'accompagnement artistique pour des artistes, des compagnies, mais des lieux. Et puis, j'ai la casquette communication qui me permet aussi d'être sur des projets qui sont différents, comme de l'économie circulaire, comme le réseau Solucir, où j'ai déjà eu l'occasion de venir parler de ce réseau sur le plateau de Butte-Mont-Blanc. Du coup, cette année 2020, oui, elle a été difficile parce qu'évidemment, tous les événements ont été annulés. Le salon Solucir a été annulé. Les événements pour lesquels je travaillais au château de Douin aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Mais en même temps, ça a été aussi une fenêtre pour réfléchir, prendre du temps, prendre du recul et savoir se repositionner. Donc voilà, c'est douloureux, mais on dit que de chaque expérience forte, on en ressort grandi. Donc j'espère que voilà, ça sera ça pour la suite. Après, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait un petit bébé cette année, donc donc voilà, la pause était plutôt, la pause était plutôt au bon moment, douce. On va dire. Ouais. Enfin, douce. Oui, en tout cas, le timing était bon. Voilà. Quoi, voilà. L'année 2020, tout n'est pas acheté. Non, pas du tout. Non, c'est sûr. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises, notamment de micro-entreprises, qu'en 2020. Est-ce que tu comprends que, compte tenu de ce contexte-là, les gens aient aussi envie de se lancer dans cette aventure-là? Et qu'est-ce que tu peux leur conseiller, toi? Je le comprends parfaitement. Et déjà, ce que je trouve aussi très épanouissant, c'est qu'il faut parler du plan professionnel, mais il faut parler du plan personnel. Moi, j'ai 3 métiers en réalité. Hein. Je suis aussi maman de 3 enfants. Et en fait, se lancer aussi, c'est peut-être aussi trouver un autre rythme. Et comme disait Benjamin, entreprendre autrement, c'est aussi peut-être trouver cet équilibre que chacun a besoin d'avoir pour sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et en tant que femme et maman, on a besoin d'être ambitieuse, d'avoir sa place un peu partout et d'être sur tous les fronts. Donc là, c'était pour moi une
une possibilité de le faire et je ne peux que encourager effectivement le fait de se lancer différemment, ça c'est sûr. C'est peut l'être l'un des enseignements de cette année-là, où chacun s'est peut-être aussi un peu recentré sur les fondamentaux. Absolument. Et ça, c'est clairement, je suis persuadée que c'est un credo qu'on va garder, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, à la fois évidemment dans la protection de notre environnement, mais aussi de nos proches, et puis un retour vraiment aux valeurs premières. Et c'est d'ailleurs, je pense, le thème de la prochaine lunaison du château de Douin, puisque vraiment cette idée d'accueillir des artistes au plus proche de leurs propositions artistiques et d'essayer d'enlever un peu la technique, quoi. Donc un retour un peu à l'épure, je crois que ça fait du bien. Dernière question rapidement, si quelqu'un est intéressé pour rejoindre, ou en tout cas faire connaissance avec les coopérateurs d'ERCOP, est-ce que c'est encore possible? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, c'est possible. Tout à fait. Bah, déjà, il faut nous contacter. Donc, on a un site internet, r.coop, c'est facile. Et puis ensuite, les différents coopérateurs sont aussi présents sur le réseau LinkedIn. Donc, on peut tout à fait entrer en contact en fonction des différents secteurs d'activité, hein, parce que c'est vrai qu'on a tous des facettes et des compétences, des expériences assez différentes. Donc, mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis après, en fonction des profils, eh bien, ça peut aller plus loin. Voilà. Eh ben, en plus, tu as cité LinkedIn, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir. Puisque pour le 3e épisode de Panorama, je reçois la créatrice du LinkedIn au Savoyard, Claire Gadroit, qui a créé le réseau des fondus. À demain. Merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de Panorama. Entreprendre ensemble, c'est le thème que nous avons choisi cette semaine, puisque les créations d'entreprises continuent de croître même en pleine période de crise. Et ce sont surtout les entreprises individuelles qui ont participé à cette dynamique. Leur nombre a progressé de 6% en 2020. Et elle a décidé de les accompagner, ces entrepreneurs, ces créatifs qui se lancent dans cette aventure. Claire Gadroit, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé en octobre 2019 le réseau des fondus, le LinkedIn de Haute-Savoie, pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est un réseau social de proximité. Plus d'1 an après le lancement, Paris réussi. Paris réussi, oui, c'était un pari un peu fou de se dire on va faire le LinkedIn à la sauce au Savoyarde. Et on voit au travers des émulations de la communauté qui a grandi que ça valait la peine. Parce que malgré le Covid, ça a été une année extraordinaire. Justement, est-ce que le fait qu'il y ait eu le Covid, les gens ont encore plus besoin de proximité? On va en reparler avec un de vos nouveaux projets, de liens. Oui, alors ça c'est sûr. Ce qu'on affirmait au lancement du réseau des fondus en octobre 2019, on parlait beaucoup de retour au local, il faut préserver nos savoir-faire, on a tout ce qu'il faut ici, arrêtons d'aller le chercher très loin. Et il se trouve que donc ça c'était en octobre 2019 et en mars 2020 arrive le Covid et effectivement les gens tout à coup confinés chez eux réalisent qu'ils connaissent absolument pas leur région, qu'ils connaissent pas leurs voisins, que c'est sympa d'acheter des produits locaux et c'est devenu finalement en quelques mois, en une année, c'est devenu ancré dans les comportements. Dans le réseau des fondus, on va trouver des entrepreneurs, mais pas seulement. À qui c'est destiné? Le réseau des fondus, c'est un réseau social professionnel, donc qui s'adresse à tous les professionnels. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, mais pas que. On a beaucoup de collaborateurs d'entreprise qui se questionnent, qui se cherchent, qui ont envie de se réinventer. Donc, c'est une audience qui est très, très large. Et on a aussi bien des salariés, des cadres dirigeants que des auto-entrepreneurs et même des grands chefs d'entreprise qui vont intervenir aux événements, etc. Le thème de Panorama, c'est entreprendre ensemble. Vous qui vous êtes lancé dans cette entreprise-là, la force du collectif, qu'est-ce que ça a pu apporter? Alors depuis les tout débuts du réseau des fondus, moi j'ai toujours fonctionné en réseau et je me suis toujours dit qu'on allait nulle part seul et qu'il fallait absolument travailler avec l'écosystème. Donc que ce soit les médias que j'ai sollicité dès le début en disant faisons ensemble, que ce soit je sais pas, les partenaires de l'écosystème économique au sens large. Et puis après, aujourd'hui, le collectif, c'est ces gens, c'est ces fondus. Aujourd'hui, il y a, je crois qu'on est à 15 000 professionnels qui suivent le réseau. Ça commence à faire du monde et c'est une découverte incroyable de profils qui font grandir chacun de nos projets. Parce qu'en fait, c'est souvent d'eux que viennent les idées. Qui nous ont dit tiens, il faudrait lancer un format pour les entrepreneurs exclusivement, d'où les petits déj défendus parrainés par Gaylor Pedretti, etc. Donc c'est le collectif, le réseau, entreprendre ensemble, pour moi, c'est indispensable. En tant qu'entrepreneur, on porte beaucoup de choses, mais on a absolument besoin des autres personnes. Et aujourd'hui, on est une équipe aussi au réseau des fondus.
Et puis je me marrais parce que ce matin, on prépare notre soirée de lancement de la semaine prochaine. Et au final, toutes les idées sont venues des gens autour de moi. Et il y a ce côté, du coup, je ne sers plus à rien. Et puis en même temps, c'est cool aussi. Enfin voilà, il faut accepter aussi de lâcher et l'intelligence collective, c'est fabuleux, quoi. Vous avez cité les petits-déj. L'objectif aussi de ce réseau-là, c'était évidemment les rencontres virtuelles, le réseau social, comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais aussi les rencontres en réel, en physique. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, cette année 2020? C'était épique, hein, mais on a quand même réussi à maintenir notre programmation, donc c'est un petit miracle. On a fait 20 événements, on a eu au total 3000 participants sur l'année, donc c'était incroyable. On a commencé avec des conférences avec 600 personnes, voilà, donc ça c'est des choses, aujourd'hui on voit les images, ça nous paraît irréel, on se dit mon Dieu, comment on a fait ça? Et c'était il y a un peu plus d'1 an. Après, on a adapté, mais on n'a rien changé entre chaque confinement. Et par contre, le dernier événement qu'on a pu organiser, c'était une conférence le 15 octobre sur le marché du travail depuis le Covid. Donc, c'est très drôle. Et on a été confinés juste après. Donc, c'était notre dernier événement en présentiel. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On va faire quelques petites conférences en ligne, des présentations du réseau. Et là, on est en train de fortement réfléchir aussi parce qu'apparemment, ça dure un peu, cette crise du présentiel, à envisager d'autres façons d'organiser des événements en digital. Voilà, même si on reste convaincu que la magie de la rencontre humaine, rien ne la remplacera. Vous avez évoqué une soirée de lancement, puisque demain, jeudi 28, vous allez lancer officiellement dans ma zone 74. Le but, là encore, il est de réunir des individualités. Oui, je pense que la mission, elle est la même que le réseau des fondus. La société qui porte tout ça, elle s'appelle Talent et Territoire. Donc sa mission, c'est vraiment comment est-ce qu'on reconnecte les talents à leur territoire. Comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun soit au courant de ce qui se passe et qu'il ait envie d'investir pleinement la région dans laquelle il habite. Et Réseau des fondus ayant eu beaucoup de succès, on a commencé à regarder un peu ce qu'on pouvait faire avec parce que ça s'adresse beaucoup aux sociétés de services. Et en fait, on nous a dit, aller encore plus loin pour permettre aux gens de savoir comment consommer local. Parce qu'en fait, on a beau parler de retour au local de la consommation, c'est fastidieux aujourd'hui de consommer local. Entre 12 e-shops, 14 points de vente, les marchés, une mère de famille typiquement qui travaille, c'est compliqué quand même si elle a envie. Donc on a commencé à regarder, on s'est dit tiens, on pourrait lancer quelque chose en ligne, une plateforme de vente en ligne adaptée au modèle réseau des fondus, donc très figital. Et on a commencé à regarder ce qui existait sur la Haute-Savoie. On s'est aperçu qu'il y avait plus de 250 marques qu'on ne connaissait pas, alors qu'on est quand même très, très au fait de ce qui se passe. Et la plupart, on ne les connaissait pas parce qu'en fait, ils sont tous dans leur coin. On s'est dit, tiens, ça serait intéressant si on fédérait tous ces gens sur une plateforme, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres services à côté très réels, très physiques. Et ça permettrait aux consommateurs de enfin trouver une plateforme pour acheter tout ce dont il a besoin auprès de marques de son territoire, ce qui est quand même très vertueux pour notre économie. Donc voilà comment on s'est retrouvé à lancer dans ma zone 74. Ces marques-là, elles ont été rapidement intéressées par le projet, convaincues? Oui, on les a quasiment toutes contactées. On en a eu beaucoup par téléphone. On leur a expliqué le concept et très vite, c'est devenu comme le réseau des fondus, donc une communauté en fait, qui a eu envie de se fédérer, qui a eu envie de sortir de son local de fabrication, d'aller rencontrer d'autres marques, voir comment elles pouvaient faire des collabs, etc. Parce qu'elles ne se connaissent pas. Ça, c'est très étonnant aussi. Et après, elles ont trouvé l'idée de pouvoir se fédérer ensemble sur une plateforme hyper intéressante parce qu'elles se disent, du coup, le consommateur, à la base, il venait pour acheter autre chose et puis finalement, il va tomber sur ma marque qu'il ne connaissait pas. Donc, ça va beaucoup m'aider en termes de notoriété parce qu'elles n'arrivent pas à être visibles. C'est très compliqué malgré tous les efforts de com, l'investissement. Elles font un e-shop, elles investissent et elles disent, on ne me connaît encore pas, quoi. Et du coup, ça permet déjà d'investir son propre territoire. Et on a eu des marques aussi qui étaient d'office sur une stratégie très nationale et qui, en fait, n'avaient jamais vraiment investi le territoire en disant on va vendre partout en France. Et qui se dit tiens, je peux commencer déjà par me faire connaître en Haute-Savoie, ce serait pas mal. Et très concrètement, pour le client, comment ça va fonctionner ? Alors le client, du coup, il a la possibilité dans une dizaine de rubriques de faire son shopping auprès de marques locales, d'acheter ce qui lui plaît. Ensuite, il a un panier global. Et après, on est un peu comme les marketplaces classiques, c'est-à-dire qu'après, c'est chaque marque qui va gérer avec le client la livraison. On va essayer vraiment le parti pris de dans ma zone 74, c'est de dire ici, on n'achète ni un prix, ni un délai. Parce que justement, on a vraiment comme mission de rééduquer le comportement d'achat qui est devenu totalement frénétique.
notamment avec notre copain qui porte un nom similaire, où on se dit c'est pas possible de vouloir des produits à bas coût, livrés le lendemain. Enfin, à un moment donné, l'empreinte carbone, elle est déraisonnable. Donc, d'expliquer aux gens aussi que si on est à côté du dépôt qui sera au Glaisin, parce qu'on ouvre aussi un showroom et on va faire des salons, etc. Donc, il y aura plein de possibilités pour venir chercher son produit, pour limiter l'empreinte carbone, venir aux événements du réseau, le récupérer, aller rencontrer la marque, c'est l'occasion de créer du lien, voilà. Réhumaniser la consommation. Cette année 2020, dans ces projets-là, elle a été un frein ou au contraire peut-être un accélérateur de certaines initiatives, puisque je le disais en introduction, beaucoup de Français souhaitent se lancer et l'ont fait en 2020 dans la création d'entreprises. Donc frein ou accélérateur? Moi, j'ai toujours, alors je suis une positive chronique, mais pour moi, toute crise doit être vécue comme une opportunité. Typiquement, on est un acteur qui organise des événements. Il n'y a plus d'événements, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se met en colère et on se dit « Oh mon Dieu, c'est affreux ». En même temps, on ne peut pas agir là-dessus. Donc, on reste là où on peut agir et on se dit « Pivotons, regardons quel est le besoin, comment est-ce qu'on peut rendre service aux individus, qu'est-ce qu'on peut leur offrir ?» Et à ce moment-là, on pivote. Et c'est là que vraiment, je pense, se trouve l'entrepreneuriat. C'est dans cette capacité d'adaptation. Pour moi, en tout cas, il a été vraiment un moteur énorme. C'est là aussi où on voit l'esprit d'équipe. C'est là où on voit si on a une entreprise où les gens sont capables de se mobiliser autour d'un projet. Et je ne vois ça que comme quelque chose de positif. Et pour ce qui est des statistiques de l'entrepreneuriat, des gens qui veulent se lancer à leur compte, je pense que ça a été une grosse prise de conscience. Tout à coup, on est confiné chez soi, on change de rythme, on a un rapport spatio-temporel complètement différent, on se questionne de façon métaphysique, on fait pause. Donc forcément, derrière, on prend d'autres décisions pour sa vie. Et d'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque au mois de mars, il y aura le lancement du réseau des petits fondus et au mois d'avril, The Fondue Factory. Un mot peut-être sur chacun? Oui, alors le réseau des petits fondus, c'est l'idée de dire, encore une fois, toujours pareil, talent, territoire. On aime notre région, on aimerait que nos enfants puissent y rester. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut nourrir cette économie locale. Il faut montrer à nos enfants qu'il y a plein de métiers fabuleux sur ce territoire, que pour la plupart, ils ne connaissent pas, ou ils sont conditionnés par plein de raisons en disant non, tu vas quand même pas faire ça. Donc nous, on va prendre les talents du réseau des fondus qui ont envie, et on va leur dire ouvrez vos portes à des enfants pour qu'ils aillent découvrir les métiers. Donc les ateliers main à la pâte, donc il y aura 3 types d'ateliers, savoir-être, savoir-faire culturel. L'idée étant aussi de faire découvrir leur région aux enfants, qui souvent, les parents les emmènent à Lisbonne avec EasyJet, mais ils ne connaissent pas le château de Menton. Enfin, vous voyez. Donc qu'est-ce qui existe chez moi? D'où viens-je quelque part? Où vais-je? Donc c'est aussi quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Avec des ateliers sur le savoir-être, tout ce qui est qu'est-ce que je fais de mes émotions, comment je me comporte avec les autres, ce qui va devenir essentiel dans la situation dans laquelle on est. Et savoir-faire, qu'est-ce que c'est que d'être boulanger? Qu'est-ce que c'est que d'être monteur-cadreur à la télé? Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Donc ça, c'est les petits fondus. Et The Fondue Factory. Et The Fondue Factory, en mois d'avril. Ouais, c'est le 1er avril et c'est pas une blague. En fait, on avait besoin de locaux plus grands. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend des locaux plus grands pour nous, l'équipe. C'est pas très fondu dans l'esprit, donc on s'est dit, on prend plus grand. Et du coup, on nous l'avait aussi demandé comment est-ce qu'on garde cette énergie à vos événements, on a envie de rester, etc. Donc on s'est dit, on a une énergie apparemment assez positive où on s'est dit, tiens, on va ouvrir un espace de travail partagé. Donc on a des locaux au 1er avril dans la zone des Glaisins et on aura le showroom des produits dans ma zone, les gens pourront venir voir, acheter, etc. Les bureaux et la Fondue Factory pour les membres du réseau des fondus. Quoi dire à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Ouais, c'est une qui avait fait ce choix-là. C'est une grande question et puis je sais que je pense qu'il y a eu une ode à l'entrepreneuriat là récemment, depuis déjà quelques années. Il faut quand même faire attention avec ça parce qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur et je pense que c'est très bien comme ça. Parce qu'au final, ça avait nécessité des compétences sur le long terme, un mental encore plus en ce moment, qui ne sont pas forcément des acquis. Et je ne pense pas que tout s'acquiert. Et quelque part, on ne va pas dire qu'on est entrepreneur ou qu'on ne l'est pas, mais il y a quand même une grande partie d'inné. Et c'est vraiment une sacrée aventure. Donc, il faut vraiment être prêt, il faut être agile, il faut tout ce que ça nécessite en termes de soft skills aujourd'hui d'être entrepreneur. C'est une aventure extraordinaire, mais c'est un don de soi, une abnégation. Parce que surtout si on veut passer le cap de la petite entreprise jusqu'à l'entreprise et manager une équipe, etc. Alors là, c'est une aventure très belle, mais c'est pas une aventure facile tous les jours.
Merci beaucoup et justement on va pouvoir en discuter avec mon invité du 4e épisode puisque c'est le président du réseau Entreprendre Haute-Savoie qui accompagne justement les chefs d'entreprise. Merci beaucoup Claire d'avoir Merci à été vous. avec nous aujourd'hui et merci à la jardinerie Coworking qui nous accueille aujourd'hui. C'est à Annecy juste en face de la gare. À bientôt, à demain. Entreprendre ensemble au cœur de la crise sanitaire, c'est possible et ils ont été très nombreux ces derniers mois à se lancer dans l'entrepreneuriat. On en parle toute la semaine dans Panorama. Bonsoir, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce 4e épisode. Nous sommes à Annecy toute la semaine à la jardinerie Coworking pour cette émission. Et pour terminer cette série, je suis avec Jérôme Fayot, le président du réseau Entreprendre Haute-Savoie. Alors depuis 2005, le réseau accompagne les chefs d'entreprise du département. Ils sont près de 9000 aujourd'hui. Comment cette année si particulière a été vécue par les chefs d'entreprise au Savoyard ? Eh bien, bonjour, Bonjour. bonsoir même. Cette année a été une année assez exceptionnelle parce qu'effectivement, comme vous l'avez très justement dit, l'entrepreneuriat a été très dynamique. Souvent, des crises permettent à des gens de se poser la bonne question, de savoir si est-ce que je vais rester salarié ou est-ce que je franchis le fameux pas de l'entrepreneuriat. Et donc, pour Réseau Entreprendre Haute-Savoie, l'année a été plutôt création d'entreprise. On accompagne des créateurs et des repreneurs. Et cette année, par la force des choses, effectivement, c'est la création qui l'a emporté. Une vingtaine d'entrepreneurs se sont lancés, une quinzaine dans la création et à peu près 5 dans la reprise d'activité. La reprise d'activité est légitimement pour l'instant en suspens puisque avec les valorisations qui peuvent évoluer avec la crise, on est bien sûr plutôt attentiste et de retrouver une stabilité pour pouvoir valider ces projets. Vous vous attendiez à cette dynamique-là voilà, de gens qui se lancent dans cette aventure-là, dans cette période-là ? Alors oui et non. On a toujours non parce que on est toujours frileux de se dire que peut-être ça va arrêter beaucoup de choses. Et puis on était sur une crise sanitaire et pas une crise économique, donc c'est encore un contexte différent. Mais l'association, comme vous l'avez très justement dit, a passé ses 15 ans, donc elle a déjà vécu la crise de 2008-2009. Et dans cette crise, on avait déjà constaté un engouement vers la création. Qui était légitime au regard effectivement de cette incertitude salariale. Donc aujourd'hui, on est conforté dans le fait que effectivement ces périodes d'instabilité sont souvent propices à la création. Le principe du réseau, ce sont des chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent de futurs nouveaux chefs d'entreprise. Ils ont tenu le cap pendant cette année, puisque je suppose qu'il y avait quand même quelques petites choses à faire, chacun dans sa société. Exactement, vous avez totalement raison. C'est un vrai enjeu pour nous de continuer à mobiliser ces chefs d'entreprise bénévoles qui, en plus, cotisent à cette association. Donc, on nous appelle un peu les fous chantants et heureux. Mais voilà, on est des chefs d'entreprise qui avons décidé de passer un peu de notre temps à accompagner les chefs d'entreprise. Et dans ce contexte, on était un peu inquiet de la mobilisation. Mais là aussi, notre association a montré une certaine solidarité. Des chefs d'entreprise qui sont restés sur le pont. On a aussi eu des accompagnements, puisque notre réseau a cette particularité, c'est d'accompagner nos nouveaux lauréats pendant 2 ans. Certains accompagnements ont été poursuivis pour aider justement ces jeunes entrepreneurs à se structurer, se stabiliser dans cette période d'incertitude. Et c'est vrai que nos membres ont joué un rôle extrêmement important, ça c'est clair. Que peut apporter la force du collectif, pour utiliser un terme que j'utilise beaucoup là, cette semaine, quand on se lance dans cette aventure-là ? Vous, par exemple, parce que vous êtes chef d'entreprise, Oui. qu'est-ce que la force du collectif peut apporter ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où un candidat à la création ou à la reprise passe les portes de Réseau Entreprendre, c'est qu'il a décidé de confier non pas son projet, mais une partie de ce projet dans les mains de chefs d'entreprise expérimentés. Pourquoi ? Parce que au-delà du prêt d'honneur qu'il va recevoir et qu'il va être amené à rembourser sur une durée de 3 à 4 ans, il va avoir un accompagnateur ou des accompagnateurs pendant 2 ans. Et en même temps, il va vivre une vie en promotion annuelle avec d'autres créateurs et d'autres preneurs. Donc c'est un engagement qui
lui permet ou l'oblige, on verra, ça tout dépend dans quel sens on se met, à, entre guillemets, se confronter et aussi échanger avec ses pairs. Et c'est ce que l'on recherche tous. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Eh bien, dans nos associations, c'est l'intérêt, c'est qu'effectivement, on ne se retrouve pas isolé. Alors, quand je vous ai dit ça, on se dit super. Sauf que cette année, on s'est retrouvé dans un contexte très différent. C'est qu'on nous a dit, on n'a plus le droit de se voir physiquement. Ah! Et donc, en fait, on a maintenu malgré tout... On voit quelques images des fameux Zooms. Voilà, c'est ça. Donc on a, grâce à ces nouvelles technologies, réussi à créer effectivement des points de rencontre, donc maintenir bien sûr la relation entre l'accompagnateur et les lauréats, maintenir aussi les échanges entre les membres à travers des thématiques que certains membres experts pouvaient exprimer auprès des autres membres de l'association sur des sujets qui sont justement comment rebondir pendant une crise, comment gérer ses collaborateurs pendant une crise, qui concerne tous les membres, aussi bien les lauréats que les membres de cette association. Et puis, avec Jean-François Berthier, mon vice-président, on a essayé de tous les quadrimestres de faire un point de rencontre sous forme de Zoom justement, où on essayait de partager avec l'ensemble de l'association des moments d'échange, puisque habituellement on avait quand même 2 grands-messes par an, une plus, je dirais, avec un intervenant extérieur qui permettait de grandir et de s'instruire, et puis une autre où on mettait en avant nos promotions de lauréats. Et là, cette année, c'est vrai qu'on a été obligé de garder le principe de petits films qu'on a pu publier sur les réseaux sociaux pour les mettre en avant, mais on n'a pas eu l'occasion, lors d'une grand-messe qu'on fait souvent au mois de mars, de les pousser sur scène et de les présenter à l'ensemble de l'auditoire. Voilà. Le collectif, il était encore plus important cette année ou finalement pas tant que ça? Il a été important. On pensait qu'il fallait se réinventer totalement et en fait ça s'est fait très naturellement. Moi je suis assez... Alors j'ai pris la présidence de l'association il y a un petit peu plus d'1 an, globalement 3 mois, même pas avant le Covid. Parfait. Donc j'ai une présidence un peu atypique puisque j'ai pas eu l'occasion de côtoyer très souvent les membres de Réseau Entreprendre. Mais en fait, on s'aperçoit que voilà, il y a cette bienveillance qui quand même anime cette association, qui a toujours été présente même pendant cette période de distanciation. Et c'est vrai qu'on faisait le constat il y a encore quelques jours en arrière de se dire ça se passe plutôt bien. On a encore des projets de créateurs et de repreneurs sur cette année 2021 qui sont encore extrêmement présents. Il nous faut encore beaucoup de membres parce que ça mobilise encore plus de membres. Voilà. D'autant plus qu'on a essayé de doubler l'accompagnement pour avoir aussi une paire d'experts. Parce qu'on s'aperçoit aussi que les projets sont de temps en temps un peu plus complexes qu'ils ne l'étaient précédemment, parce que les métiers, parce que les secteurs d'activité. Et donc justement, on essaie de mobiliser encore plus de ressources. Et c'est vrai que de ce fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens les chefs d'entreprise qui rejoignent Réseau Entreprendre sont contents aussi de participer à cette association, parce que malgré tout, pour nous, chefs d'entreprise, c'est une bouffée d'oxygène. On n'est pas auto-centré sur nos problématiques et on se constate aussi souvent, en partageant avec nos pairs, qu'on peut avoir les mêmes problématiques. Mais le problème de la pudeur du chef d'entreprise, c'est qu'on va la mettre sous le coussin, là, et puis on va essayer de ne pas en parler aux autres. Et en fait, une fois qu'on rentre dans ces réseaux-là, on s'affranchit de certaines pudeurs et on ose parler et on ose échanger. Et c'est ce qui nous permet peut-être de passer certaines étapes plus facilement que si on était isolé sur le territoire. Justement, le moral des chefs d'entreprise que vous accompagnez du réseau, il a été impacté par cette année 2020 ? Alors, il y a eu une période d'incertitude, comme tout le monde. On l'a vécu au début du premier confinement, au mois de mars-avril. Ce qu'on constate, puisqu'il a fallu qu'on accompagne nos lauréats et on fait un point trimestriel avec tous les lauréats qui ont demandé un accompagnement un petit peu plus spécifique. On était cette semaine avec une quinzaine de chefs d'entreprise de lauréats. Comme toujours, l'entreprise est magnifique, l'entrepreneur est magnifique, il est résilient. Et on entend dans les bouches de ces chefs d'entreprise des termes positifs dorénavant, parce qu'on a appris à vivre avec cette crise et on sent que on commence à entrevoir un ciel bleu à cette crise, même si aujourd'hui les médias ne nous donnent aucun élément qui va dans ce sens, mais le chef d'entreprise a lui réussi à s'adapter. Voilà. Et c'est le cas aussi de nos lauréats.
Donc oui, on est vraiment dans une phase où le positif est en train de reprendre le dessus. L'invité du 3e épisode, Claire Gadroy, a conclu en disant que c'était une formidable aventure, l'entrepreneuriat, mais une aventure difficile, qui n'était pas donnée à tout le monde, qu'il fallait justement un certain caractère, une force, une résilience. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise ? Un peu fou, sortir du cadre. Après, le créateur et le repreneur sont des profils totalement différents. On est souvent... parce qu'on a envie de partir d'une feuille blanche, un très bon créateur, mais on peut être un très mauvais repreneur. Alors que quelqu'un qui est plutôt a besoin d'avoir une certaine stabilité sera plus à l'aise dans la reprise d'entreprise. Donc déjà, on n'est pas tous capables de faire et l'un et l'autre. On est souvent l'un plus que l'autre. Et puis après, je pense que, comme toujours, une fois qu'on a passé le pas, on revient très rarement, voire jamais en arrière. Voilà. Parce que cette liberté, cette autonomie, donner du sens à sa vie aussi, parce qu'un chef d'entreprise, c'est avant tout un choix de vie, cette vie personnelle, mais qui côtoie la vie professionnelle, c'est quelque chose qui effectivement est assez, je vais utiliser un terme un peu trivial, mais jouissif malgré tout. Vous, ce choix-là, justement, vous l'avez fait en 2006, je crois, puisque vous êtes le président de Baya Consulting, qui est spécialisé en portage salarial. Qu'est-ce qui vous avez aidé à passer le pas ? Mes anciens patrons. C'est-à-dire quand, au bout de 13-14 ans de salariat, vous avez eu à peu près 10 patrons et que vous voyez qu'à un moment, vous ne partagez plus systématiquement la même vision qu'eux, vous avez envie de passer le pas. Et c'est ce qui a fait qu'en 2006, j'ai pris sur moi de dire je vais créer ma propre entreprise et je vais tracer mon chemin. Et après, d'une entreprise, on en crée une autre, et puis en fait, après, on ne s'arrête plus. Parce qu'en fait, les idées, on les a toujours. Le cerveau, en fait, se met dans un mode de fonctionnement extrêmement curieux, parce qu'on sait que pour piloter nos entreprises, il faut être curieux, il faut regarder loin devant, se poser les bonnes questions. Et c'est vrai qu'à partir du moment où cette gymnastique est installée, on ne la quitte plus. Un conseil à quelqu'un qui hésiterait de se lancer dans cette aventure-là ? Alors, on dit toujours c'est un choix de vie. Donc, dans le portage salarial, comme vous l'avez évoqué, on a toujours dit à nos candidats qui se présentaient pour devenir indépendants, est-ce que ce choix est partagé par votre entourage ? C'est extrêmement important aujourd'hui dans le contexte que l'on vit. Quand vous rentrez le soir et que vous avez été chahuté toute la journée, si votre famille, vos proches ne vous comprennent pas, ça peut très vite mal se passer. Et c'est pour ça que je dirais que le fait que ce soit un collectif qui vous soutienne fait que votre projet réussira. Voilà. Donc le collectif est dans l'entreprise, dans le réseau et dans la vie personnelle. Si on veut prendre des informations auprès du réseau Entreprendre Haute-Savoie, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, on a bien sûr notre site web Réseau Entreprendre Haute-Savoie. Notre association est au Parc de la Ravoire, donc à la sortie d'Annecy Nord. Et Isabelle Dumogé, la directrice, puisqu'on a en fait une équipe de salariés qui reçoit à la fois les candidats pour devenir lauréats, mais aussi les nouveaux membres peuvent s'adresser directement à l'association, donc à Isabelle Dumogé et ses équipes, et il n'y a aucun problème, on vous reçoit et on vous accueille avec grand plaisir. On a besoin de bénévoles, je rappelle toujours, voilà, parce qu'on peut tous dans notre activité professionnelle avoir un moment où on est moins disponible parce que le contexte, parce qu'on a des projets de croissance. Et c'est pour ça que plus on est nombreux, plus on peut effectivement donner du temps à cette association. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Fayot, d'être venu sur le plateau Merci de Panorama nous parler du réseau Entreprendre Haute-Savoie. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci à la Jardinerie Coworking pour l'accueil et merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.